La croix du cimetière Saint-Médard de Metz est un des éléments inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Parce que c'est une croix qui date du XVIe siècle. Et elle est caractéristique parce qu'elle a ces petits panneaux avec des festons qui sont bien caractéristiques du XVIe siècle. Pourquoi une croix du XVIe siècle dans un cimetière qui a vraisemblablement été implanté ici fin XVIIIe et début XIXe? Parce que, je pense, elle a été déplacée, démontée, puis remontée ici lorsque le mouvement des hygiénistes au XVIIIe siècle a dit plus de cimetières dans le centre des bourgs, des villages, ça porte atteinte à la santé publique, et donc on a déplacé les cimetières hors les murs, hors des agglomérations, et la croix du cimetière Saint-Médard est partie avec. Voilà, c'est un petit monument qui a failli s'écrouler, qui était en très mauvais état et qui a été restauré avec des finances publiques, dont celle du parc naturel régional du Gâtinais français il y a environ une quinzaine d'années. Certains disent qu'il y avait une petite plaque, une petite mention, un petit macaron à poser sur le socle qui mentionnait Michel de l'Hôpital. Je n'ai aucune preuve là-dessus, mais on peut imaginer effectivement une croix du XVIe siècle. Elle a pu être donnée par Michel de l'Hôpital, qui vivait à Bel-et-Bas et à Vignay, principalement à Vignay, dans son château du Vignay, mais qui se rendait fréquemment chez sa fille à Bel-et-Bas, c'est-à-dire à Courdimanche. Voilà, Michel de l'Hôpital est très lié à toute cette région, à Metz entre autres, et voilà, pourquoi n'aurait-il pas donné cette croix? Peut-être en signe d'apaisement en pleine guerre de religion, peut-être à Metz y a-t-il eu des protestants, peut-être a-t-il fallu rechristianiser, recatholiciser cette région, c'est possible. Bon. Alors on est maintenant dans le deuxième cimetière de Metz. Pourquoi deux cimetières? Parce qu'il y a eu à Metz deux paroisses. La paroisse Saint-Médard, conservée aujourd'hui, et la paroisse Notre-Dame, avec une église du même nom, Notre-Dame, qui était située sur l'emplacement actuel de la poste et de la mairie. Et bien sûr, quand les hygiénistes ont fait déménager les cimetières de l'intérieur du bourg, Notre-Dame a eu aussi son cimetière. Et tout porte à penser que c'était ici le cimetière Notre-Dame, séparé du cimetière Saint-Médard. On l'appelle aujourd'hui communément l'ancien cimetière ou le vieux cimetière. Mais moi je dis très certainement c'était le cimetière Notre-Dame. Alors, ici
on peut faire une petite mention sur les murs de la ville. Hein. Les cimetières sont hors les murs et on est juste sur le front du rempart. Le rempart, il en reste rien, sauf peut-être quelques morceaux de murs qui ont servi de soutènement aux maisons. Hein. Là, la maison à gauche avec la girouette. Là, le pan de mur assez curieux, il fait symétrie avec cette maison. C'est probablement des restes, des vestiges du mur d'enceinte de Metz. Ça reste à prouver, mais comment dire, l'historien marche sur deux pieds, sur l'imagination et sur la vérification par les preuves. Ça n'empêche pas d'avoir de l'imagination et de, comment dire, de mettre l'imagination à l'épreuve. Et il n'y a pas de preuve contraire pour l'instant. Peut-être encore un mot sur l'église Saint-Médard. D'ici, on voit bien cette église trapue, romane, avec un clocher perché sur le chœur de l'église, ce qui laisserait penser que c'est une église très ancienne, probablement du XIe ou du XIIe siècle, au moins pour, comment dire, son chœur, sa fondation. Hein. Une petite précision, il n'y a pas si longtemps, lors d'une visite à l'église, on a découvert que les deux petits trous, comme des yeux qui sont au-dessus du cadran de l'horloge, eh bien, ce sont en fait les restes de ce qu'on appelle une fenêtre géminée. C'est-à-dire une fenêtre double avec un pilier, avec une colonne au milieu. Et ça, c'est particulièrement la preuve d'une église romane primitive. C'est la plus belle vue qui existe sur Metz. On est maintenant sur le chemin du rempart. Ce rempart, ces murs, il en reste rien, tout au moins ici même il en reste rien, mais d'après les cartes, il est évident que ce rempart se poursuit ici, à flanc de coteau, sur ce qu'on appelle la butte des Roches du Poirier. Alors, les arbres poussent, mais il y a encore quelques années, on avait ici une très belle vue sur l'église et sur un certain aperçu du vieux bourg fortifié de Metz. Quelque chose qui semblait avoir échappé au temps. On peut se rendre compte que très vraisemblablement, il y a eu plutôt au Moyen-Âge un autre rempart plus resserré avec un rayon plus étroit qui enserrait la ville et il y a un autre chemin qui, comme celui-ci, qui porte le nom de chemin du Ferté, c'est-à-dire chemin des fortifications. On pourra aller le voir tout de suite. Ceci est probablement un reste du mur d'enceinte de Metz, mais le premier, probablement du XIVe siècle, 1300, début de la guerre de Cent Ans, on va dire. Et il y a des éléments dans le bourg qui accréditent cette idée d'une première ligne de fortification. L'agencement des rues à l'intérieur du vieux bourg, par exemple, ça donne une indication. Voilà. Oui, il y a un beau litage de pierre. Et ça serait bien la preuve
que c'est pas n'importe quoi comme mur. Un bel alignement de pierres avec une alternance de grès et de calcaire. Comme on sait faire ici. Et ça donne une grande solidité au bâtiment. Et alors là, il y a cette petite porte qui n'est probablement pas de l'époque du mur, mais postérieure, peut-être 16e ou 17e siècle. Cette belle porte ouvragée est la porte arrière de la petite seigneurie que possédait la fille du chancelier Michel de l'Hôpital. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Marguerite. Marguerite Hureau de l'Hôpital. À la mort de son beau-frère, André Hureau de Metz, hérite d'une partie de la terre de Metz. Et donc elle a cette propriété avec un petit parc et des maisons, une ou deux maisons de ville, et un pigeonnier, qui est le petit pigeonnier du boulanger, d'un des deux boulangers de Metz, aujourd'hui encore. Magnifique et inattendu, quoi. Voilà, on n'ira pas plus loin parce que là, c'est pour se frayer le chemin, ça ne serait pas facile. Son mur est impressionnant parce qu'il fait vraiment rempart, il fait vraiment falaise, quoi. Il a une hauteur monumentale. L'église Saint-Médard a beaucoup d'allure, mais malheureusement elle a été beaucoup restaurée, elle a été beaucoup consolidée. Et pour le meilleur et pour le pire, elle ne risque plus de s'écrouler, mais elle est flanquée de contreforts en béton un peu agressifs, et on peut dire que ça dénature son aspect général, quoi. Voilà. Néanmoins, donc je reviens sur l'histoire du clocher perché sur le chœur. C'est assez rare et c'est un signe d'église primitive. La nef, avec les trois baies romanes, porte ce qu'on appelle un système de pierres en opus spicatum. C'est-à-dire que les pierres sont posées, pour parler plus communément, en arête de poisson. Ça aussi, c'est le signe d'une construction très ancienne. On dit que ce sont les Visigoths, donc vers le 5e, 6e siècle, qui ont apporté en France cette manière de construire. C'est une manière de construire qui a un peu disparu ici, mais qu'on retrouve beaucoup en Catalogne française, là où précisément les Visigoths sont restés plusieurs centaines d'années. Alors, autre remarque qu'on peut faire, on voit que le chœur est une grosse masse avec un rampant de toit un peu grossier, si on veut. C'est une reconstruction, et probablement c'est une reconstruction qui date d'après la guerre de 100 ans. On le voit à l'intérieur parce qu'il y a des clés de voûte qui sont très historiquement identifiables. Et puis on voit bien qu'à l'intérieur il y a des reprises, il y a ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des bricolages. En fait, il y a gros à parier que l'église de Metz était une croix latine avec un transept bien dégagé et une petite abside au-delà du clocher. Et puis ceci ne résiste pas aux assauts de la guerre avec les Anglais, et à la fin du XVe siècle, on rebâtit
cette masse qui caractérise aujourd'hui l'église Saint-Médard, mais qui n'est pas d'origine. Hélas, l'agrandissement du carrefour n'a pas beaucoup contribué à l'embellissement du monument et à conserver le cachet qui aurait dû entourer un bâtiment qui méritait du respect, plus de respect. On regarde bien, ici, il y a effectivement la trace, l'ombre d'un pignon plus ancien et plus étroit, plus bas, qui serait légèrement au-dessus de cette fenêtre qui est condamnée fermée. C'est en quelque sorte une des preuves de ce que j'avance. Et d'ailleurs, il y a un peu d'opus spicatum en arête de poisson. Il arrive justement à cet endroit-là. Alors, dans ce contrefort, il y a des pierres qui ont été réemployées et tout laisse à penser que ce sont des restes de sarcophages. Il y a des croix, hein. On voit bien la croix là. Reste de sarcophage dans un calcaire assez grossier, ça peut être une tombe très modeste, mais qui était, dans le cimetière primitif, tout contre l'église. Et pourquoi pas avant Saint-Médard, n'y aurait-il pas eu un petit oratoire carolingien de campagne en l'an 800 consacré à Saint-Médard, hein, c'est pas impossible. On n'a pas de preuves, mais il y a des détails troublants dans cette église qui laissent à penser que il y a des employés municipaux en fouillant autour de l'église qui ont aussi creusé et trouvé certainement un couvercle de sarcophage. Voilà, tout ça est assez mystérieux et permet d'aborder de jeter les bases de l'histoire. Alors, bon, dans cet endroit qui est devenu aujourd'hui un courant d'air, on est à l'emplacement de la maison de justice de Metz. Ici, Saint-Médard, là, aujourd'hui la Poste, mais c'est l'église Notre-Dame, on va en parler tout à l'heure. Et entre les deux, il y a une maison de justice où le prévôt de Metz vient rendre la justice, car il a droit de haute, moyenne et basse justice sur les habitants de la petite ville fortifiée. Voilà. Ce bâtiment a perduré jusqu'à la fin du 19e siècle. Il s'est effondré sur lui-même, mais on l'appelait le corps de garde. En 1900, on parlait encore du corps de garde. Donc, qui dit corps de garde dit prison, et qui dit prison dit, dans un temps beaucoup plus reculé, maison de justice. Tout ça est bien étayé en réalité. Et puis on a des textes. Hein. L'acte de vente du château dont j'ai parlé il y a 2 mois, il stipule bien que était la petite maison de justice entre les 2 églises. Tous ces appareillages là bizarroïdes sur le pignon est, sur le chevet de l'église, sont bien la preuve d'un mur, des vestiges consolidés aujourd'hui d'un mur ancien. Ça, pour moi, c'est une preuve également. Deux contreforts et non, c'est une réalisation postérieure. C'est un rajout. Alors ici,
sur ce parking était certainement l'ancien cimetière Saint-Médard, avec la croix. Hein, on peut imaginer cette croix trônant au milieu du cimetière. J'ajoute que l'emplacement du prieuré Saint-Médard, attenant et associé à l'église, était là. On sortait de l'église Saint-Médard et sur la main droite, il y avait un corps de bâtiment qui a été désigné comme l'ancien prieuré Saint-Médard jusqu'à ce qu'il tombe en ruine, lui aussi. Alors, le portail principal de l'église Saint-Médard porte sur son imposte un bas-relief qui est lui aussi inscrit à l'inventaire des monuments historiques. C'est une déposition de croix, c'est une belle sculpture avec deux petits pieds droits qui font décor autour de la scène, et on peut remarquer que sur le pied droit gauche, il y a un chandelier à 7 branches. Alors, on fait assez peu allusion à l'Ancien Testament dans l'Église catholique, mais peut-être est-ce une volonté de Michel de l'Hôpital de faire un lien avec l'intérêt que les protestants ont pour l'Ancien Testament. Voilà, c'est une hypothèse. Hein. Mais on voit bien ce petit bas-relief qui est très inattendu dans cette façade assez vide. Hein. Ce bas-relief a beaucoup d'intérêt, beaucoup de charme, et on peut dire qu'il n'a pas été donné par n'importe qui, quoi. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Hein. Voilà, c'est sûrement la chose la plus précieuse de l'église Saint-Médard. Il est en bon état. Il n'est pas très facile de parler avec des images représentatives de l'ancienne église Notre-Dame. Mais si on balaye les toits successivement de la poste puis de la mairie, on voit à peu près l'emprise de ce que pouvait être l'église Notre-Dame de Metz. Voilà, visiblement plus petite que celle de Saint-Médard. D'ailleurs, les textes anciens disent que à Notre-Dame, il y a moins de 100 feux, hein, moins de 100 foyers, 100 feux, peut-être 90 ou quelque chose comme ça, alors que à Saint-Médard, il y a le double environ. Hein. Ce qui fait en gros, au total, une population de 800 habitants au XVIIIe siècle, et très probablement, comme partout, cette population a stagné parce que le XVIe siècle a été un siècle de guerre, les guerres de religion, et le XVIIe siècle, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été un siècle très riche. Louis XIV était riche en son château, mais le peuple français crevait de faim. Crevait de faim, faisait face à des famines, faisait face aussi à des hivers très rigoureux. C'est l'époque de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, avec le fameux hiver 1710, où on dit que l'eau et le vin gelaient dans les verres au château de Versailles. C'est la maison à l'image de Notre-Dame, peut-être répertoriée dans des textes du XVIIe, du XVIIIe siècle, et ça peut être le vestige d'une auberge où logeaient tous les marchands qui venaient aux deux foires, à la foire
de Sainte-Catherine et à la foire de Saint-Médard, aujourd'hui disparue. Bon, on va dire un mot. Maintenant, impasse des Écoles, mais fut appelée un certain temps rue des Écoles, car elle débouchait sur le boulevard des Alliés, et fut autrefois appelée la rue de la Blotterie. Rue de la Blotterie. Il y avait ici un des derniers tonneliers de Metz. C'est une belle grande, petite dimension, mais bien foutue. Cette rue ressemble, comme deux gouttes d'eau, à sa sœur, la rue du Pressoir. Ce sont des rues transverses et qui sont de faible largeur. Et puis, à l'autre extrémité, elles sont agrandies. À mon avis, la séparation entre la rue étroite et la rue plus large, c'est l'emplacement du vieux rempart, celui du XIVe siècle. C'est une idée, voilà. C'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Mais il y a exactement ce même phénomène sur la rue du Pressoir. La rue s'est élargie à un moment donné. Croisée de voûte avec un appareillage de pierre, hein, comme dans une crypte d'église, si on veut. Quoi. Hein. Mais attention, ce ne sont pas des souterrains. Il y a une légende assez répandue. À Metz, c'est plein de souterrains. Non, à mon avis, ce sont plutôt des caves de maisons de notables. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Ça m'a été confirmé par des archéologues. Hein. Se méfier des souterrains. Là, on voit très bien cet élargissement de rue. Hein? Rue du Pressoir, parce que c'est la rue du pressoir banal. C'est-à-dire que c'est le pressoir fiscal, si on veut. Chaque paysan étant dans l'obligation de faire traiter son vin, sa vigne, par le pressoir du seigneur local. Ainsi est le système médiéval. Une fenêtre ouvragée. Visiblement, en raison de l'arcature rompue, cassée, c'est une reprise. Ce sont des éléments de monuments démontés puis remontés à cet endroit. À mon avis, il y a gros à parier que c'est le portail de l'ancienne église Notre-Dame qui a été démonté et remonté à cet endroit. Alors par ailleurs, élément d'histoire locale important, la girafe offerte par le vice-roi d'Égypte Méhémet Ali à Charles X, roi de France, aurait couché ici avant d'arriver à Paris. Et de là viendrait ce nom bizarre d'hôtel de la Girafe, bar-restaurant aujourd'hui de la Girafe à Metz. Pas de preuves, mais une longue tradition orale qui, à mon avis, ne saurait mentir. Il y avait une voûte. Hein, c'était une porte voûtée comme en face. Alors, notez bien, 1789 avec quelques lettres, probablement des chiffres romains, je ne peux pas vous dire exactement tout ce qu'il y a décrit, mais enfin, il y a la date 1789. À mon avis, c'est la date de la restauration. C'est la date de la restauration de la maison qui probablement est plus ancienne que 1789. C'est probablement l'emplacement. On voit bien se décrocher dans les maisons avec un toit plus bas
c'est probablement l'emplacement de ce qu'on a appelé la maison de Saint-Éloi. C'est-à-dire c'est une seigneurie qui dépend du prieur de Saint-Éloi de Paris. Le prieur de Saint-Éloi de Paris a son prieuré en face le Château Royal et la Sainte-Chapelle, hein, dans l'île de la Cité. Et il a cette possession à Metz dans laquelle il délègue un prévôt, c'est-à-dire un officier, un homme de loi et de justice, un percepteur des impôts en même temps. On va dire c'est le chef de ville, si on veut. Il n'y a pas de maire ici. Hein. On n'a pas ce qu'on appelle le statut de corps de ville, avec une franchise. Non, il y a un prévôt qui régente la vie de la ville. Et il est là. À mon avis, c'est sa maison. C'est probablement une maison fortifiée. Et il y a à côté, bonjour, il y a à côté la grange aux dîmes, c'est-à-dire la grange où on entasse la 10e partie des récoltes payées aux seigneurs religieux. Grange d'Imeresse, dit-on à Metz. C'est dans les textes, la grange d'Imeresse. Donc la grange aux dîmes de la seigneurie de Saint-Éloi, récupérée par le seigneur laïque qui a son château hors les murs. Donc c'est dans son héritage à la vente dont j'ai parlé en 1792, mais c'est d'abord la grange de cette seigneurie ecclésiastique, seigneurie de Saint-Éloi, rattachée à l'abbaye royale de Saint-Maur. Alors ici, ça s'appelle le carrefour Thibault. Le carrefour Thibault, du nom d'un des prieurs de Saint-Médard. Qu'est-ce que le prieur de Saint-Médard vient fiche à côté de la maison de Saint-Éloi, la maison concurrente, si on veut, Saint-Éloi. Bon, tout ça, ça fait partie peut-être des bagarres, parce que le prieur de Saint-Médard de Metz était souvent en procès avec le prieur de Saint-Éloi de Paris, par exemple pour le produit des tontes des moutons. Hein. Voilà, ils avaient comme ça, et ça pouvait durer des siècles. Les procès rebondissaient en appel et ça faisait vivre tous les juristes de l'Ancien Régime, et il y en avait beaucoup. Si on regarde certains plans, on s'aperçoit qu'il est dans l'alignement de la petite ruelle du Ferté. On vient de parler de cette porte ouvragée. Hein, et la courbure de ce chemin mène ici. Donc c'est une des preuves, si on veut, c'est une des preuves de ce qu'aura dû être le premier rempart primitif du XIVe siècle. C'est un des éléments de preuve supplémentaires, on va dire. Il y en a d'autres. Donc là, il y aurait eu la porte de Saint-Éloi. Hein, c'est probable. Et on voit que l'alignement des façades n'est plus le même. Là, il y a quelque chose d'un peu plus régulier, un peu plus dense. Et par ici, il y a des jardins. L'habitat n'est pas aussi dense. Et ça peut justifier le fait que Metz, dans son cœur, avait des faubourgs, c'est-à-dire des rues hors les murs. C'est indiqué dans certains textes de droit, de perception des impôts, de droit de justice sur Metz et ses faubourgs. Or, si on regarde le bourg de Metz au XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas la place pour les faubourgs. Donc, ça accrédite aussi l'hypothèse selon laquelle il y a eu un rempart plus étroit, plus resserré sur le cœur au Moyen-Âge. On
dit les 4 bornes parce qu'il y a 4 bornes, mais c'est le Bon Puy. Le Bon Puy de la rue de du Bon Puy. Et pas de la rue de Mépuy, petit village voisin, mais qui signifierait Mépuy, mauvais puits. Et Bon Puy. Ici, on est tout près de la nappe phréatique et l'accès à l'eau est plus facile que dans les villages de Beauce où il faut creuser jusqu'à 60 mètres pour avoir la nappe. C'est du remploi du mur. Alors, pas le mur du 14e, mais le mur du 16e. Je reviens en arrière. Le mur du XVIe siècle est totalement attesté. Il y a un acte qui dit très bien que les bourgeois de Metz sont allés voir le roi François Ier en son château de Fontainebleau en 1541 et qu'ils ont obtenu le droit de clore la ville. Et on est tout près des murs du XVIe siècle. Il est probable que quand on a démonté ces murs, ils sont tombés en ruine, et bien, on a récupéré quelques belles pierres de parement pour réemployer, pour bâtir tel ou tel portail. Il y a d'autres exemples, je vais vous montrer ça. La ruelle du Moulin à Brézé est sur le passage du rempart. Et dans le plan de ville qui est conservé à la mairie, on appelle ce lieu les fossés de la ville. Hein? Et ce petit chemin goudronné, en fait, était autrefois un égout. Donc, facile à mettre en eau, qui tenait lieu de fossé pour la ville de Metz. Non, la porte est là. La porte. Non, il n'y a pas d'ouvrage hors les murs. Emplacement de la porte du Bon Puy. Donc c'est la porte du mur de 1541. Cette porte est mentionnée dans un répertoire, un mémoire des offices et des processions de l'église Saint-Médard. Et c'est assez amusant parce qu'on décrit le tracé, on décrit la promenade de la procession et on dit que la procession passe par la porte du Bon Puy. Voilà, c'est ici. Les pierres calcaires là qu'on voit assez bien taillées et de belles proportions sont certainement du réemploi du mur. Il y en a d'autres d'ailleurs, on va aller les voir. Belles pierres taillées de calcaire, comme s'il y avait une porte. À mon avis, il n'y a pas eu de porte, mais c'est un réemploi. C'est un réemploi des murs de la porte du Bon Puy. Et on en a fait, probablement c'était une entrée, ce fut une entrée de jardin à partir du 19e siècle. Voilà ce qu'on peut dire, quoi. Le plan de 1778 dit qu'il y a une tourelle sur le mur. Alors, le fossé de la ville et les murs de la ville de Metz aboutissent ici, dans le bras de rivière, qui est d'ailleurs fausse rivière. Hein. Le lit primitif est dans l'île, au milieu à peu près approximativement. Et donc ce moulin Brézé a été quelquefois appelé comme l'autre moulin de la ville en raison de sa situation à l'intérieur, intramuros. Voilà. On peut remarquer qu'il y a beaucoup d'appareillage, il y a beaucoup de ruines. Enfin, on voit bien que cet endroit a beaucoup vécu, quoi. Quand on est ici, on a une bonne idée. Hein, on voit bien cette enfilade toute droite
et la volonté du constructeur du mur de faire un ouvrage droit, facile pour la défense. Dire que Metz a eu une fonction militaire par ses remparts, je crois que c'est faux. C'est pas des remparts imposants avec une garnison et un capitaine. Néanmoins, c'est sûrement une ville où, en cas de passage d'armée, les populations dans la campagne, hors les murs, viennent se réfugier avec troupeaux, meubles et petites fortunes. Je pense qu'à la guerre de 100 Ans, ça a été le cas. Pendant les guerres de religion, ça a été le cas. Et pendant la Fronde, en 1652-3, pendant qu'il y avait la bagarre, la bataille qui a fait tant de morts à Étampes, eh bien, on est venu se réfugier dans le bourg de Metz, ça c'est sûr. Les actes d'état civil, les registres paroissiaux en font mention. Hein. Donc on était content de venir se réfugier dans un bourg fermé, derrière des remparts, même si ces remparts n'étaient pas capables de contenir l'avancée d'une armée. C'est l'intérieur de la cour de la seigneurie de Saint-Éloi. Donc, tu vois, c'est ce mur haut, avec un seul rampant côté cour, il est suspect pour moi. Il est suspect et il serait la trace d'une construction plus imposante. Avec deux bras de rivière, deux bras artificiels, car le bras primitif passait à peu près là où on voit toutes ces tôles. Là. Deux bras probablement pratiqués au XIe siècle, c'est probable. J'en ai pas la preuve. Et donc, cet aménagement permet de créer à Metz un grand nombre de moulins. Le moulin Gautier, à la limite de Bonnevaux, le moulin Saint-Éloi, le moulin Brézé, le moulin de la Ville, près de l'Abreuvoir, le moulin de l'Isle-à-Mai, qui a duré à vrai dire peu de temps, mais comptons-le, le moulin Neuf, le moulin à Foulon, totalement disparu, mais associé au moulin Neuf, et un moulin à la limite de Courdimanche qui s'appelait le moulin Herbeau. Voilà, je crois que j'en ai compté 8, je ne sais plus. Voilà, donc il y avait une grande utilisation des moulins à des fins diverses. Foulon pour faire des draps, fouler la laine, le grain. Et je pense que Metz était un lieu qui comptait dans, comment dire, la vie économique et pré-industrielle de toute cette région du sud de l'Île-de-France, voisine de la Beauce et du Gâtinais. Hein. Le syndicat d'aménagement de la rivière Essonne, dit SIARS, avait en son temps délégué un chercheur, un étudiant en histoire, et on était arrivé à quasiment avoir la preuve que après Corbeil, c'est à Metz qu'il y avait le plus de moulins sur l'Essonne, sur le cours de l'Essonne. Évidemment, le moulin de la Ville a été l'usine électrique, grâce à sa motricité, qui a permis à Metz d'avoir l'alimentation, l'éclairage avant les voisines, avant les communes voisines. Voilà. Quant au moulin Saint-Éloi, il a fait farine. Il a fabriqué de la farine jusque vers 1970 à peu près. Bon, il y en a par endroits, ça et là, quoi.
la rue de la République, dite aussi rue de l'Essonne et rue des Grenouilles. De là à penser qu'il y avait un fossé. Hein. Un fossé raccordé à la rivière. Ça, pour moi, c'est à peu près... Et pourquoi pas, ça aurait été la rue où est le fossé du XIVe siècle. Ça tourne. Voilà. Petit rappel, après la visite, ce carrefour là où est le boulanger et l'hôtel de la Girafe, c'est appelé sur les cartes le Château Gaillard, le carrefour du Château Gaillard. Donc c'est une maison forte, peut-être à mon avis, une maison forte associée à la porte de ville. Une maison forte associée à la porte de ville. On ne peut rien dire qu'est-ce que c'était que cette fortification un peu plus importante que les autres, je ne sais pas. Hein. Cependant, on peut dire quand même que le comté de La Ferté-Alais est rattaché dans l'histoire au duché d'Étampes. Et le duché d'Étampes est donné en apanage à la famille royale. Le roi donne à ses proches les bénéfices et les terres. Donc le comté d'Étampes, pas encore duché, pardon, le comté d'Étampes et le comté de La Ferté, le comté d'Étampes et le comté de La Ferté, rattachés, sont donnés au comte d'Évreux, frère du roi. Je crois que c'est sous Philippe le Bel, il faudrait vérifier. Et le comte d'Évreux installe des péages sur les routes pour faire payer les voyageurs, les marchandises, et il en installe un à Metz. C'est historique, c'est marqué dans les textes. Donc peut-être ce château Gaillard, ça aurait été le péage du seigneur apanagé d'Étampes. Voilà, une hypothèse. Une hypothèse. En tout cas, là, on est dans les faubourgs. Par rapport à cette muraille, ce rempart plus ancien, plus resserré, ici, on est dans le faubourg de Metz. Ici est l'emplacement du rempart, le dernier, celui de 1541. C'est ce qu'on appelle la porte du bas. La porte du bas. Et hors les murs, il y a ce lieu qui était l'abreuvoir des bestiaux, des agriculteurs de Metz. D'ailleurs, moi, je l'ai connu pavé et en pente, et non pas comme un square comme aujourd'hui. Le domaine du château, le domaine propre, la réserve, se poursuivait jusqu'ici, jusqu'à ce chemin. Et là était situé le vivier du château. Là, on voit assez bien le moulin, dit moulin de la ville. Et peut-être que si on bouge un peu, on voit la tour pas loin qui s'incurve énormément à cet endroit, c'est totalement artificiel. Enfin, voilà. On voit bien qu'on a fait la rivière là arrive contre le mur de ville et puis elle bifurque pour rejoindre l'autre bras qui sera. Voilà, tout ça l'Essonne est une rivière anthropisée et non pas une rivière naturelle.
Peut-être. Si on lit bien les textes, hein, si on lit bien les textes, au XIe siècle, Louis VI le Gros, roi capétien, s'empare de la seigneurie de La Ferté, parce que le comte de La Ferté est son vassal, mais c'est un vassal très désobéissant, comme il y en a beaucoup à l'époque. Et donc il prend manu militari la forteresse de La Ferté, et dans l'héritage, dans l'annexion, il y a Metz, ça c'est sûr. Et il y a des textes qui prouvent que quelques années après cette victoire, cette annexion, on donne une église Saint-Hilaire au prieur de Saint-Éloi de Paris. Où est cette église Saint-Hilaire? Nous ne connaissons que l'église Saint-Médard et l'église Notre-Dame. Est-ce que cette église Saint-Hilaire primitive n'aurait pas été située ici, à côté de la seigneurie de Saint-Éloi? Voilà. Bon, c'est très loin d'être prouvé, mais on peut quand même se poser des questions. Voilà, je n'oserais pas le mettre dans le document.